Les eaux sont calmes, le chantier naval presque silencieux. Mais il y a un siècle, ces quais du port de Belfast assistèrent à la naissance d'une légende. C'est le berceau du plus célèbre navire que le monde ait jamais connu, le Titanic. Ce devait être un bâtiment colossal, magnifique, destiné à concrétiser la vision grandiose de ceux qui l'avaient conçu. Des hommes animés par une ambition dévorante. Oui, c'est vrai, je me lance un immense défi. Le plus immense de l'histoire de la construction navale, peut-être. Des craintes prémonitoires. Comment diable comptez-vous faire tenir plus de 3000 personnes sur 16 canaux de sauvetage? Et une conviction sans faille. S'il existe un navire plus sûr, on ne le connaît pas. Et en ce qui me concerne, je le crois presque insubmersible. Mais l'histoire du Titanic est aussi celle des ouvriers qui ont bâti de leurs mains le navire le plus luxueux au monde. C'est une histoire faite de violence, d'affrontements politiques, de désespoir, de tragédie et de honte. Ça y est, Excellence, on a réussi. En dépit d'une construction qui aura duré 5 ans, le Titanic a sombré en moins de 3 heures. 1500 personnes ont péri et parmi elles, une poignée d'ouvriers du chantier naval qui lui avait donné vie. Voici l'histoire authentique et inédite de ces hommes et de leurs navires. Le Titanic voit le jour à l'ère des grands paquebots de luxe, quand les chantiers navals et leurs ouvriers sont en première ligne d'une bataille commerciale sans merci. Qui pourra construire les plus grands navires, les plus solides, les plus rapides? La Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne se disputent les retombées financières du trafic transatlantique. Cet argent vient des pauvres comme des riches, des émigrants en quête d'une vie meilleure et des gens fortunés amateurs de croisières de luxe. C'est dans ce monde que naît le Titanic. L'orgueil des nations et celui des ouvriers sont en jeu. Pour son voyage inaugural, chaque nouveau navire emporte à son bord un groupe de garantie, des ouvriers chargés de déceler la moindre anomalie. Le Titanic ne fait pas exception à la règle. Près de 15 000 hommes travaillent dans le chantier naval Harland & Wolff à Belfast. Des charpentiers, des plombiers, des électriciens et des dessinateurs industriels. Ils sont considérés comme l'élite de la construction navale. Ce sont des travailleurs qualifiés en provenance de toutes les îles britanniques. Une main-d'œuvre triée sur le volet, sans équivalent sur la planète. « 4000 de ces hommes travailleront sur le Titanic et seulement 8 d'entre eux seront choisis pour sa première traversée. Un voyage comme on n'en fait qu'une fois dans sa vie. Leur histoire commence 5 ans plus tôt, à Londres. Et bien entendu, Cunard a apprécié les subventions du gouvernement, mais l'argent ne suffit pas. Le constructeur naval William Peary vit à Londres, dans le quartier de Belgravia. Ce soir-là, il reçoit un autre géant des chantiers navals. Leur tentative de rivaliser avec nous n'est rien de plus que de l'orgueil. Né en Ulster, province du nord de l'Irlande, Peary est un homme Ça intraitable. ne tient pas compte du fait que leur bateau a battu le record de traversée de l'Atlantique. Et Bruce Ismay, un Anglais pointilleux. En tant que propriétaire de la compagnie White Star, il doit relever un nouveau défi. Sa rivale, la Cunard, construit des paquebots plus rapides que les siens. Je vous l'ai toujours dit, Bruce. La vitesse, cela ne suffit pas. Mais vous devez comprendre pourquoi la White Star Line est obligée de répondre. Vous tenez tant que cela à vous laisser embarquer par Cunard dans une compétition absurde. Je ne m'étais pas rendu compte que vous étiez aussi soucieux de votre prestige, Bruce. Apprenez que sans prestige, la White Star Line et par la même occasion votre chantier William n'ont aucun avenir. Cette poursuite de la vitesse chez Cunard est futile. Son coût est exorbitant. Mais si on me demande de l'envergure, eh bien, donnons-leur de l'envergure. Vous le voyez aussi grand que le Mauritania? Non, 1,5 fois plus grand. Le plus grand bateau qui ait jamais vogué sur la mer. Vous croyez que c'est réalisable? J'ai les meilleurs ingénieurs du monde à mon service. Vous le savez. Et les équipements intérieurs?
Les plus luxueux que l'on puisse concevoir. Et les prix? Nos tarifs habituels. Nos coûts, plus 4%. Ce qui sera certainement astronomique. Et pour rivaliser avec Cunard, il faudra 2 navires. Pour surpasser celui-là, il en faudra 3. Le contrat est signé à Londres, mais c'est à Belfast que le Titanic sera construit. La ville est le cœur industriel de l'Irlande et il bat grâce au talent de ses ouvriers. Grâce à eux, l'entreprise de William Peary, Harland & Wolff, est le numéro 1 mondial de la construction navale. Aujourd'hui, une poignée de ces hommes vont entrer dans la légende. Vite, je vais être en retard. Alfie Cunningham, tout juste 16 ans, débute comme apprenti. Faut pas être nerveux, Alfie. Je suis pas nerveux. Sa mère est veuve et élève seule ses 6 enfants. C'est bon. Alfie est l'homme de la maison. Ouais, il y a beaucoup de boulot. Artie Frost, 33 ans, vient d'avoir de l'avancement. En chapeau, Artie. Merci. Il est chef d'équipe monteur, un nouveau statut. Tu connais le contremaître? Allez, assis-toi. Tommy Millard, 25 ans, est charpentier de marine. Soyez sages, mes garçons. Tommy, ton pain. Tu oublierais ta tête si elle n'était pas vissée au cou. Le chantier est un monde rigoureux. 6 jours de dur labeur par semaine pour gagner un maigre salaire. Et les retardataires restent à la porte. Trop tard. Désolé, les gars. Tu le trouveras dans le hangar. Le contremaître est chargé de faire respecter la discipline. Ici, il règne en seigneur et maître. Il lui suffit d'un mot pour donner du travail à un ouvrier ou le renvoyer chez lui. Monsieur Frost. Monsieur Frost. Je connais mon nom, mon garçon. Et toi, tu t'appelles? Alfred Cunningham, monsieur. Alors c'est aujourd'hui le grand jour? Oui, monsieur. Je suis apprenti, monsieur. Il y a plus de 14 000 ouvriers sur le chantier naval. Et Alfie Cunningham se situe tout en bas de l'échelle. Dis-moi ce que tu sais sur les moteurs des bateaux, jeune apprenti. Je connais rien, monsieur. Mais... Alors dépêche-toi d'apprendre, sinon tu feras pas long feu ici. Artie Frost a commencé comme apprenti. Il sait comment fonctionne le chantier. Ses compétences l'ont fait grimper dans la hiérarchie, mais pour obtenir le poste de contremaître, il a dû attendre que son père prenne sa retraite. Au sommet de l'entreprise, c'est aussi une affaire de famille. C'est un fait. Cunard nous a devancés. Eh bien, montrons-lui qu'il ne restera pas en tête. Je suis sûr que vous vous ferez un plaisir de trouver l'occasion de le faire. Le concepteur en chef de Peary n'est autre que son beau-frère, Alexander Carlyle. Entre les deux hommes, c'est le jour et la nuit. Avec un Tommy, pont qui supporte... Roderick, Alexandre t'a mis sur le chantier? En effet. C'est un immense honneur, mon oncle. Thomas Andrews est le neveu de Peary. Beaucoup pensent qu'il prendra à terme la direction de l'entreprise. Un tout nouveau type de paquebot de grande ligne. C'est d'une audace exceptionnelle. Roderick Chisholm est dessinateur en Il s'agit là chef. d'un point de départ, messieurs. J'ai dit à Ismay qu'il aurait ces 2 paquebots d'ici 4 à 5 ans. Vraiment, William, nous savons combien vous aimez lancer des défis, mais franchement, là, ça devient ridicule. Pourquoi? Ce type de bateau ne peut tout simplement pas être réalisé, William. Oh, bien sûr, Alexandre. Et oui, c'est vrai, je me lance un défi immense. Le plus immense de l'histoire de la construction navale, peut-être. Un défi que, je le sais, vous relèverez avec moi. Et avec Tommy et Roderick pour vous prêter main forte. Vous ferez en sorte que la vision devienne réalité. Peary dirige ses chantiers d'une main de fer. Fiche le camp tout de suite. Y a pas de place Chaque pour les seconde de la vie petits de ses ouvriers lui Tu appartient. mets tout le monde en rangée. La pause. Même les pauses aux toilettes sont chronométrées. Chaque ouvrier a le droit d'y passer au total 7 minutes par jour. C'est le règlement. Premier jour sur le chantier, hein? Ouais. Oh,
Oh, fais pas cette tête. C'est la tradition pour les apprentis. Hé, son pantalon! Oh, fichez-lui la paix. Mêle-toi de ça, Flaherty! J'ai dit, fichez-lui la paix! Lâchez-le, lâchez-le! Ouais, sauve-toi, Flaherty, cours! C'est ce que vous faites de mieux, vous les catholiques! Seul un ouvrier sur 8 est catholique. Vous êtes les plus forts. Hein. Allez, fous le camp. Crétin. Mais Lord Pirrie refuse tout sectarisme. Par-delà les différences, les amitiés se nouent entre les catholiques et les protestants, comme Tommy Millard. Préparez-vous à expier vos péchés, vous qui n'êtes pas charitables. La charité est à la fois souffrance et tolérance. La charité... À l'heure du déjeuner, tout le monde se retrouve. Pendant 45 minutes, les hommes occupent leur temps à leur guise, libres de discuter, de jouer, ou bien sûr, d'écouter les enseignements de la Bible. Prépare-toi à brûler en enfer. La charité... Le fossé religieux est certes important, mais il est moins marqué que celui qui existe entre les différents corps de métier. Et ceux qui ont la tâche la plus dure sont les ouvriers en charge des rivets, comme Michael Flaherty. Merci beaucoup. Merci de votre aide. Ah, mon père est river, Alfie, mais il est sourd comme un pot. Sourd comme quoi? C'est pour ça qu'il m'a pas laissé le suivre. Il m'a inscrit comme charpentier menuisier. Un métier plus sûr, hein, monsieur Millard? Plus sûr? Si tu le dis, fiston. Mais vous avez pas eu la trouille d'envoyer ces gars au diable? Même qu'ils sont protestants et tout ça? Toi, t'es protestant? Comme monsieur Millard? Faut avoir peur de vous? Non. Vivre et laisser vivre, voilà ce que je dis. Ouais. On est tous compatriotes. Même le patron. Par ici, messieurs. C'est lui, monsieur Pirrie? Lord Pirrie, pour nous autres. Il faut qu'il y ait quelque chose de bien important pour qu'il vienne sur le chantier. L'avènement des nouveaux paquebots exige des changements. Avant de construire ces navires gigantesques, Pirrie doit entièrement repenser son chantier naval. Nouvelle cale, nouveau portique. Lord Pirrie veut entrer dans l'histoire et il a engagé Robert Welch, le meilleur photographe d'Irlande, pour fixer sur la pellicule toutes les étapes de la construction du Titanic. L'idée du Titanic a été lancée sur un gentleman's agreement, un accord non contractualisé. Un an plus tard, rien n'est encore couché sur le papier. Tout repose sur Bruce Ismay. Eh bien, Il a 4 cheminées. exact. Vous m'aviez annoncé que 3 moteurs, pourtant. William pense que ce genre de bateau sera plus rentable s'il ne fonctionne qu'avec 3. Et nous savons tous de surcroît que plus un navire a de cheminées, plus la clientèle a envie de voyager dessus. Cunard a conçu le Mauretania et le Lusitania avec 4. Nous avons songé que vous ne voudriez pas moins sur les vôtres. Donc, une des cheminées est un ornement. Correct, monsieur. Bien. Je trouve que c'est une merveille. Quand pouvez-vous commencer? On pourra commencer à travailler sur le modèle 400 d'ici quelques mois et sur le 401 tout de suite après. Eh bien, dans ce cas, je dois me presser de signer le contrat. Sans doute. Il leur faut un nom. On ne peut continuer à les appeler paquebot 400 et 401. Absolument. Et puisque le 400 inaugure une nouvelle catégorie, son nom ne peut être que l'Olympique. C'est d'accord. Et le deuxième? Je vous laisse le choix, Bruce. William, vous connaissez vos classiques. L'Olympe était le des dieux grecs, c'est vrai. Mais que dire de leurs rivaux, les titans? Des géants, tous autant qu'ils sont. L'Olympique devrait avoir pour compère le Titanic. Bravo, excellent. Va pour le Titanic. Je pense qu'on n'a jamais donné de nom plus approprié que cela à des bateaux. L'Olympique et le Titanic. Conçu et baptisé avec toute l'arrogance du XXe siècle naissant. Aux yeux de Pirrie, ces paquebots géants doivent inaugurer une ère de prospérité illimitée. Rien ne pourra se mettre en travers de leur route. Mais avant que Lord Pirrie ne puisse bâtir l'avenir, il doit détruire le passé.
3 cales sont entièrement rasées pour faire place à 2 immenses ponts volants où l'Olympique et le Titanic seront installés. Au milieu du chaos, la vision de Peary commence à prendre forme. Ces vaisseaux monumentaux auront besoin d'un portique de construction sans précédent. Une complexe structure en acier suffisamment grande pour permettre aux 2 paquebots d'y entrer côte à côte. 70 mètres de haut, 250 mètres de long et 85 mètres de large. Le portique est une construction unique, imaginée par Harland & Wolff. Il faudra 2 ans pour l'achever, pour un montant de 100 000 livres, l'équivalent de 10 millions d'euros actuels. Au cœur du portique se trouve un système élaboré de grues mobiles, conçu pour accéder à chaque endroit du navire en contrebas. Lord Peary a promis de bâtir les plus grands bateaux que le monde ait jamais vus. Ces ingénieurs concepteurs sont chargés de les imaginer dans leurs moindres détails. Ils sont dirigés par Alexander Carlyle. Mais c'est Peary qui a le dernier mot. Pour lui, l'Olympique et le Titanic doivent confirmer la prédominance d'Harland & Wolff dans le monde de la construction navale. Et même ses plus jeunes ouvriers se prennent au jeu. Tu en fais une tronche. C'est l'Olympique. Eh bah quoi, l'Olympique? Tu sais qu'on fixe sa quille demain? Ouais. On a été choisis pour aller les tançonner. Ouais, monsieur. Tu parles. Oh, tu te rends pas compte? Ce sera le bateau le plus connu du monde entier. Comme le Titanic. Et Monsieur Frost dit que notre équipe va poser les machines du Titanic. Mais l'Olympique sera le premier fini. Et après? C'est lui le modèle. Mes fesses. C'est lui qui compte. L'Olympique sera le paquebot dont on racontera les exploits. Ah ouais? Tu rêves. Le premier à être mis en chantier, le premier lancé, le premier à traverser l'Atlantique. Le Titanic sera le plus puissant des bateaux. Dont personne se rappellera. L'excitation est palpable sur le chantier. Le nouveau portique attend que les navires s'élèvent sous sa protection. Et une poignée d'ouvriers ose à peine rêver qu'ils pourront un jour naviguer à bord. Mais d'abord, il faut donner corps à ces géants des mers. À peine 3 mois plus tard, la quille du Titanic est construite. C'est une gigantesque épine dorsale en acier qui soutiendra ses 269 mètres de longueur. La tôle de quille est à hauteur d'homme, donc facilement accessible pour les riveteuses de 7 tonnes suspendues au portique. Les blocs de bois placés dessous sont agencés avec soin, prêts pour la mise à flot finale. Pendant ce temps, la charpente en acier qui forme la cage thoracique du Titanic est en cours d'assemblage. Dans l'entrepôt de moulage, de la taille d'un terrain de football, des coupes transversales du navire sont dessinées à la craie, grandeur nature. Et les poutres en acier qui devront lui donner forme sont courbées pour leur correspondre. Un par un, les 300 éléments de l'armature de la coque sont mis en place. Les ambitions de Lord Peary grandissent elles aussi, mais cette fois sur la scène politique. Peary a toujours été unioniste, satisfait de la place de l'Irlande au sein du Royaume-Uni. Mais soudain, il se convertit à la cause nationaliste. Il affirme que l'Irlande aura plus de chances de prospérer une fois affranchie de la domination britannique. De nombreux Irlandais partagent cette opinion et revendiquent un régime d'autonomie baptisé le Home Rule. Mais Peary joue avec le feu. Certains de ses propres ouvriers sont opposés à l'autonomie. À mesure que le Titanic prend forme, un fossé se creuse dans le chantier naval. Alors, c'est comme ça qu'on travaille, jeune homme?
Je faisais juste une petite pause, maman. Quel spectacle, quand même. Regarde. Il y a beaucoup de gars qui travaillent sur le chantier. T'as vu? C'est Monsieur Frost, mon contremaître. Vaut mieux pas qu'il te voie en train de t'amuser au lieu d'étudier. Avec tous les examens que tu dois passer. La famille de Tommy Millard caresse ses propres rêves. Dis, papa, il naviguera où quand tu l'auras construit? En Amérique. Où c'est l'Amérique? Je vais te montrer. Ici, c'est l'Irlande, avec Belfast, là. Et ici, c'est l'Amérique. Beaucoup de gens y vont. Beaucoup d'Irlandais comme nous y vont. Pourquoi? Leur tarte aux pommes. Quoi? Ils prétendent qu'ils font la meilleure tarte aux pommes du monde. Ils la préparent suivant une recette spéciale. Elle est recouverte de crème. Sérieusement? Et on peut y aller? Tommy. T'es toujours pas dans ton assiette? Je me sens un petit peu fatiguée, c'est pas grave. Tu dois aller chez le docteur Henry. On n'a plus les moyens. Un confort rudimentaire est tout juste assez sur la table pour nourrir les ouvriers qui bâtissent le Titanic. Et nos passagers de première classe, les plus exigeants, auront un choix de 39 suites privées dont chacune se composera d'une chambre à coucher, d'une salle de bain, d'un salon et d'une salle à manger privée, avec tous les équipements de très haute gamme. Oui, messieurs, mais aussi splendides que soient ces beaux projets, nous étions d'accord pour évoquer des sujets plus triviaux aujourd'hui. En conclusion, messieurs, je propose que nous installions 16 postes de secours, comportant chacun 4 canaux de sauvetage, ce qui porterait à 64 le total des chaloupes de sauvetage. Ce qui excède de beaucoup la réglementation imposée par le ministère du Commerce. Oui, selon les critères actuels en vigueur. Mais compte tenu de la taille de ces bateaux, nous devons nous attendre à ce qu'ils exigent des équipements de secours plus importants. William? Je suis sûr que le mieux, c'est de se préparer à toute éventualité. Maintenant, voyons les plans du salon des premières classes. C'est le château de Versailles. Au bout d'un an, le squelette du Titanic est en place. Il est temps de poser son enveloppe. 2000 plaques en acier de 9 mètres de long sur 1,80 m de large. Chacune d'elles mesure près de 3 cm d'épaisseur et pèse 3 tonnes. Les plaques sont fixées à la charpente par des rivets, des agrafes de fer. Mais les lignes courbes de la coque sont trop complexes pour les machines. Il faut faire appel au jugement précis et à la force musculaire des hommes. 3 millions de rivets pesant en tout 1500 tonnes doivent maintenir le navire. Le Titanic grandit et en dessous, le travail de mise en place des étançons en bois continue. C'est difficile et dangereux. C'est pas passé loin, Jimmy, hein? Derrière l'effervescence du chantier, des problèmes se font jour. La question du statut de l'Irlande provoque un clivage de plus en plus net. L'opposition la plus virulente au projet séparatiste vient de l'Ordre d'Orange. C'est Alfie Cunningham, pas vrai? Ouais, exact. Ça te dirait pas de t'inscrire dans une loge? Oh ben, j'y ai bien pensé, sauf que j'ai pas... Je balaye McCarrat, mon garçon. Je sais où ça se passe. Alors c'est parfait. On se réunit les lundis, mercredis et vendredis soirs. J'espère qu'on t'y verra. D'accord. Possible que je vienne. Tu le ferais? Je ferais quoi? T'irais à une réunion des orangistes? Quoi, ça te gêne? Bah, t'aurais l'air fin, avec le chapeau melon, l'écharpe, en train de taper sur cet idiot de tambour. Ta gueule, Flaherty! C'est une blague, où est ton sens de l'humour? Je cherche mon beau-frère, Tommy Millard. Où je peux le trouver? Sûr. Tenez, il est là-bas, vous voyez? Thomas! Thomas! Annie? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jenny! La chance de Tommy Millard est en train de tourner. Je l'ai trouvé allongé sur le sol. Le docteur dit que c'est du rhumatisme articulaire et que...
C'est grave, docteur? Avant la découverte des antibiotiques, les rhumatismes articulaires aigus étaient fréquents et leur issue presque toujours fatale. C'est bon, tu peux l'enrouler. On a assez de lest ici. C'est le même moule que tous les bateaux issus de vos chantiers. Francis Carruthers, représentant du ministère du Commerce, doit vérifier les normes de sécurité. 300 mètres de long. Oh, certes, je ne remets pas en doute sa taille. Il est colossal. Mais son hydrodynamique n'a pas changé d'un iota. La coque est longue et étroite comme avant. C'est pour cela qu'on les surnomme les lévriers des océans. Ou les cercueils flottants, comme vos rivaux les appellent. Il n'est plus l'heure de plaisanter, monsieur Carruthers. Nous devons parler de sécurité, pas d'esthétique. Ces discussions animées un an avant le départ en mer du Titanic seront capitales puisqu'elles vont malheureusement déterminer qui vivra et qui mourra. Et elles coûteront la vie à 2 des hommes présents dans cette pièce. Que se passera-t-il en cas de collision? Quelles en seraient les conséquences pratiques? Eh bien, je crois pouvoir affirmer que notre nouveau système de porte de cloisonnement est à la fois révolutionnaire et unique. La zone sinistrée sera totalement isolée du reste du vaisseau, hermétiquement étanche. En théorie, il devrait rester à flot quelle que soit la gravité des dégâts. Le bateau est, au sens littéral, son propre canot de sauvetage. Néanmoins, je veillerai à ce qu'on vous autorise, voyons, 16 canots de sauvetage. 16? Dans le projet, il est prévu beaucoup plus que 16 canots. Mais 16, c'est le nombre équivalent au minimum légal, et Lord Peary le sait bien. Il en a parlé directement avec vous? Mais oui. La fourniture des canots de sauvetage, comme l'architecture, sont sous ma responsabilité. Pour Alexander Carlyle, au service de Harland & Wolff depuis 40 ans, c'est le point de rupture. Les règles en vigueur sont claires sur ce point. 16 canots de sauvetage, c'est suffisant pour un vaisseau de 10 000 tonnes et plus. Je suis d'accord, William, sauf qu'il faut multiplier par 5 ce chiffre pour nos vaisseaux. Comment diable comptez-vous faire tenir plus de 3000 passagers dans 16 canots de sauvetage? J'ai généreusement offert de fournir en plus 4 radeaux de sauvetage. Maintenant, nous allons au-delà de ce que le règlement exige. Oh, le règlement est tout à fait obsolète. Il ne s'agit là que d'un risque théorique, Alexandre. Nos nouveaux bateaux ont été conçus par vous, pour qu'ils ne puissent pas couler. Vous êtes donc aveugle, William? Aucune création humaine n'est infaillible. La première règle de sécurité est certainement d'imaginer justement l'inimaginable. Et cela vous plairait que vos passagers en fassent autant? Quoi? Vous êtes-vous demandé ce que eux penseraient si le pont promenade était tapissé de chaloupes de sauvetage? Alors vous craignez que les passagers puissent prendre peur en voyant les canots de sauvetage? Vu le nombre que vous recommandez, oui. Notre intention est d'offrir aux passagers une expérience inoubliable. Pas de les effrayer au point qu'ils ne veuillent plus remettre les pieds sur un de nos bateaux. Donc, tout se résume à une question de rentabilité, au fond. Tous nos bateaux doivent naviguer à profit, Alexandre. Je dois les construire à profit aussi. Et bien sûr, si vous évitez de payer quelques douzaines de chaloupes, ça vous fera une économie petite, mais bienvenue sur votre marge de bénéfice. C'est tout à fait injuste. Alexandre! Ce jour-là, Carlyle décide de quitter l'entreprise. Le Titanic sera le dernier navire auquel il apposera sa marque. Le Titanic a besoin d'un nouveau concepteur en chef. Aux yeux de Lord Peary, il n'y a qu'un seul candidat possible, son neveu, Thomas Andrews. Au printemps 1910, la comète de Halley est visible dans le ciel au-dessus de l'Europe. Certains disent qu'elle était présente quand Thomas Andrews montrait son futur paquebot à sa jeune épouse, Hélène, enceinte de leur premier enfant. Cette comète est-elle le signe d'un mauvais présage? C'est mon œuvre maintenant, Hélène. Quoi qu'il en soit, les destins du Titanic et de Thomas Andrews sont désormais liés à jamais. Au printemps 1910, la coque de l'Olympique est déjà couverte de plaques métalliques. Les ouvriers du Titanic redoublent d'efforts pour rattraper leur retard. Ils travaillent du métal brûlant et il faut faire vite. Les ouvriers en charge des rivets sont payés au nombre de pièces posées. Plus vite ils travaillent, plus leur salaire est élevé. Et le danger fait partie de leur quotidien. Samuel Joseph Scott, 15 ans, est le premier à perdre la vie sur le Titanic.
17 personnes trouveront la mort sur les 2 chantiers. L'entreprise entre dans une période faste. Plus de 3000 ouvriers supplémentaires sont engagés. La masse salariale atteint un record pour l'époque, 25 000 livres par semaine, l'équivalent de 2,5 millions d'euros actuels. Pour Lord Pirrie, l'efficacité est le maître mot. Il a organisé le fonctionnement de ses chantiers navals en s'inspirant de la production de masse inventée aux États-Unis. Il génère sa propre électricité sur site et inaugure le concept des 3-8. La construction du Titanic et de l'Olympique se poursuit jour et nuit. Alors qu'à l'extérieur, la coque des navires s'élève sous les portiques, les travaux continuent à l'intérieur sur le système de propulsion. Alfie Cunningham commence à travailler sur les chaufferies du Titanic. Ce sont elles qui produiront l'énergie qui alimentera les moteurs, ce qu'on appelle les machines. Recule-toi, mon garçon. Continuez, c'est bon. Il y aura au total 29 chaufferies, chacune reliée à 6 chaudières. Elles consommeront 800 tonnes de charbon par jour et produiront 30 000 chevaux vapeur pour les 2 machines principales. Enlevez les chaînes. À côté des chaufferies, les ouvriers qui les construisent semblent minuscules. Le Titanic est conçu pour être efficace et rapide. La vapeur en excès sera dirigée vers un 3e moteur, une turbine basse pression qui pourra augmenter la puissance du navire de plus de 50%. Toute cette énergie servira à actionner les 3 gigantesques hélices en bronze et manganèse. Une de 22 tonnes au centre et 2 autres de 38 tonnes chacune, mesurant 4 fois la taille d'un homme. Ce sont ces hélices qui doivent propulser le Titanic sur les vagues de l'Atlantique. Mais pour cela, il faudra encore attendre 2 ans. D'abord, il reste à régler certaines difficultés techniques. Quand elles seront achevées, les machines et les chaufferies seront trop lourdes pour être hissées par les grues du chantier naval. Lord Pirrie a donc fait venir une grue flottante par bateau en provenance d'Allemagne pour 30 000 livres. C'est la plus grande de ce type au monde. Elle peut soulever 250 tonnes avec une portée de plus de 45 mètres. Elle est assemblée à Belfast, sous la supervision de ses concepteurs allemands. Mais au fil du temps, les protestations sont de plus en plus vives. Et moi je te dis, pauvre cloche, qu'avant de nous faire monter là-haut, tu peux toujours siffler. Les hommes de Belfast se méfient des Allemands. Les gars pensent que c'est trop dangereux là-haut. Nous on monte pas. Ils ne veulent pas monter. Leur façon de voir, c'est que elle est allemande, cette grue. Non. Se brisent le cou eux-mêmes. Les nôtres sont convaincus que ce sont des espions. Ils sont venus voler les secrets de nos paquebots pour les vendre à nos rivaux. Des coups, je te répète. Nul n'est plus indiqué que le chef dessinateur, Roderick Chisholm, pour apaiser les tensions. Son éloquence lui vaudra même une place à bord du Titanic. Roddy Chisholm a su gravir les échelons après avoir commencé sa carrière dans les ateliers. C'est un homme affable, mieux encore, il parle allemand. C'est une question de fierté nationale. Les Allemands acceptent de monter la grue eux-mêmes. Pour les jeunes ouvriers, c'est une période intense. Le patriotisme et la religion enflamment les esprits. Alfie n'a pas adhéré à l'ordre d'Orange. Il est trop occupé par ses études. Mais il comprend bien l'orgueil ressenti par les orangistes. Tout se passe bien, Alfie? Oui, très bien, Monsieur Frost. Brave petit. Lui aussi est fier. Fier du Titanic. C'est le jour du lancement de l'Olympique. Lord Pirrie déteste voir ses ouvriers les bras croisés. Ceux qui veulent assister au spectacle doivent renoncer à leur salaire. Alfie! Qu'est-ce que tu fiches là? Alors, tu viens pas voir? Voir quoi? Bah tu sais bien, dans 5 minutes, viens, balle-toi. Tu veux que je perde la moitié d'une journée de salaire rien que pour regarder un rafiot faire plouf dans l'eau? T'as l'air d'oublier que c'est mon navire, Alfie. Ouais, et moi j'essaye de finir le mien au cas où tu l'ignorerais.
T'es un crétin, Cunningham. Un vrai crétin. Aujourd'hui, l'Olympique est sous le feu des projecteurs. C'est le premier des nouveaux grands paquebots à être lancé. Il est même peint en blanc pour être plus photogénique. La grue flottante qui doit mettre la touche finale au navire est prête. Mais un drapeau allemand a été hissé tout en haut, ce qui n'est pas du goût des ouvriers de Belfast. Monsieur Tizan, ce drapeau est une insulte pour nous tous. Ces Allemands, ils nous cherchent, ils nous provoquent. Meine Freunde, die Männer unten feiern eure unglaubliche Leistung. Euer Mut und euer Geschick sind uns allen ein Beispiel. Vielen Dank. Dites-leur de descendre leur torchon et qu'ils se maillent ou ils mettront en pièces. Kommt herunter, wir wollen auf die Zukunft unserer Länder anstoßen. Schmeicheln uns, Herr Chisholm. Sagen Sie Ihren Männern, dass Sie ein Haufen von Bettlästern sind. Aber wir werden herunterkommen, um ein Bier mit Ihnen zu trinken. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent, Monsieur Chisholm? Ils se confondent en excuses pour leur grossièreté. Ils veulent boire un coup à votre santé. Les Allemands acceptent de descendre leur drapeau pour le remplacer par l'Union Jack, le drapeau britannique, et de confier leur grue aux Irlandais. Bientôt, ces hommes seront vraiment en guerre, mais pour l'instant, leur rapport reste pacifique. Six jours par semaine, le vacarme des chantiers navals résonne dans Belfast. Mais le dimanche, tout s'arrête et les hommes viennent faire admirer leur travail à leur famille. Ça, c'est une cheminée ou je n'y connais pas? Un wagon de tramway pourrait tenir dedans. Tu imagines un peu la taille de la machine qu'on me demande de construire? Et on a besoin d'une cheminée aussi colossale pour évacuer la fumée. Tout est prêt pour les grands débuts du Titanic. C'est le jour de la première mise à flot. Et l'heure de mettre les conflits de côté. Alors, pourquoi t'es là? Ah, sûr qu'ils m'ont seulement envoyé pour enlever les étais du Titanic. Ils travaillent sur notre bateau maintenant, après nous avoir tellement répété que c'est que le deuxième. Ouais, et ça risque d'être permanent, mon garçon. L'Olympique fait son voyage d'essai cet après-midi. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, au boulot. Ouais, mais fais bien attention surtout. Et t'amuse pas à chahuter là-dessous. Ouais, je serai prudent. Ça y est, vous êtes prêts? Vous allez où, comme ça? On va faire le voyage et en première classe. Comment? On ira à fond de cale après. On nous a choisis pour enrouler les câbles. Ça, c'est pas juste. Non, c'est très injuste. Peary et Ismay font une dernière inspection. Même sans les machines et les équipements internes, la coque pèse déjà 24 000 tonnes. À mesure que les étais sont enlevés, le Titanic se pose de tout son poids sur le berre, la charpente qui servira à son lancement. Sur la plateforme des opérations se trouve le capitaine Edward G. Smith, qui sera aux commandes de l'Olympique et du Titanic. 10 minutes avant la mise à l'eau, un drapeau rouge est hissé pour avertir les autres bateaux de rester à l'écart. Le Titanic est désormais bien installé sur la rampe enduite de 20 tonnes de savon liquide et d'huile de baleine. Son poids exerce une pression de plus de 2 tonnes par centimètre carré. Seules 2 détentes hydrauliques le maintiennent en place. Il n'y aura aucune bouteille de champagne, aucune cérémonie de baptême. Ce n'est pas le style de la White Star. Quelques mots suffiront. Tommy? Larguez les amarres!
Quand il pénètre dans l'eau en provoquant à peine quelques remous, le Titanic avance déjà à 12 nœuds. Bravo, c'est réussi, oh, magnifique. Seules les chaînes d'ancrage qui traînent derrière et pèsent au total 160 tonnes pourraient l'arrêter. Il a fallu 62 secondes pour mettre le Titanic à flot. Désormais, rien ne pourra stopper l'enchaînement des événements qui vont suivre et qui conduiront le Titanic à sa perte. Les cales sont vides pour la première fois depuis plus de 2 ans. Le Titanic flotte enfin sur l'eau. Mais c'est toujours une coquille vide, en attendant que les menuisiers, les ingénieurs et les peintres en fassent un paquebot de luxe. Pendant ce temps, l'Olympique, le navire jumeau du Titanic, part pour son voyage inaugural. Thomas Andrews attend les nouvelles avec anxiété. Ça y est, enfin. Un télégramme de l'Olympique. Alors? C'est de Monsieur Ismay. Il émet des réserves importantes sur le navire. Les ressorts des matelas sont trop mous et il manque des portes-cendriers dans les WC. Il nous manque aussi un épluche-légumes. Félicitations, Tommy. Bravo! Mais tandis qu'on déblaye la cale du Titanic, un autre drame secoue la vie du chantier. Venir. Attention! Aidez-moi! Enlève ça! William, fonce au bureau! Dis-leur d'appeler l'ambulance! James Dobbin, 43 ans, est mortellement blessé par la chute de plusieurs poutres. Il meurt le 2 juin 1911. Le Titanic est remorqué jusqu'au quai d'armement. Il faudra attendre 1 an avant qu'il ne soit prêt à naviguer. Il manque encore les cheminées, les chaufferies, les ponts, les éclairages, le mobilier et les décorations. Et tout doit être à la hauteur de l'ambition du paquebot, être le plus beau du monde. Les ancres, les bossoirs et les mâts d'amarrage viennent d'Angleterre et d'Écosse, tout comme les lavabos et les baignoires. C'est la propre fonderie du chantier naval qui fabrique les moulages principaux et les lourds équipements pour les machines et les turbines qui trouveront leur place dans les entrailles du navire. Et ce sont les propres artistes du chantier naval, certains venus d'Italie, qui sont chargés des détails minutieux et des panneaux en relief ornant les murs des salles de réception. Le savoir-faire et l'excellence sont essentiels, car il faudra bientôt sélectionner le groupe de garantie, les 8 ouvriers ayant gagné le privilège de participer au voyage inaugural. Beaucoup ne connaissent que Belfast et ses environs. Ils ont peine à imaginer l'Amérique. Je vais te dire une bonne chose, William Flaherty. Oui, quoi, monsieur Millard? Je crois que t'es à mi-chemin de faire un habile charpentier. C'est à mon père qu'il faudrait dire ça, monsieur. Il est sourd, ton père. J'ai parlé de toi à plusieurs personnes. Monsieur Cunnings, le chef d'équipe, par exemple. Ça, c'est chic de votre part, monsieur. Je t'ai peut-être rendu un plus grand service que tu crois. Pourquoi donc? C'est parce que monsieur Andrews lui a dit de recommander un charpentier et un apprenti pour faire partie du voyage inaugural. Et vous croyez qu'il a dans l'idée de nous recommander, vous et moi? Il a ça dans l'idée. Rien de plus pour le moment, Liam. Il n'y a pas un jour à perdre. Lord Peary veut à tout prix rester concentré sur le Titanic. Il ne peut pas y avoir de relâchement, pas de laisser aller. Oui, je comprends. Mais sur le chantier, l'atmosphère est de plus en plus tendue. L'Irlande s'achemine vers une crise politique. C'est grave. L'autonomie de l'Irlande, c'est admettre son indépendance. Ça ne veut pas dire se lancer à la dérive dans l'Atlantique. Sauf votre respect. Ce n'est pas comme ça que les ouvriers le voient. Ils n'y comprennent rien. Si nos projets sont une réussite, Tommy, l'avenir de l'Irlande peut être assuré pour une centaine d'années, voire plus. Fais en sorte qu'on nettoie ça, veux-tu? Le moment est venu.
La plupart des ouvriers sont contre les projets autonomistes de l'Irlande. Les unionistes sont bien décidés à combattre les volontés d'indépendance de l'île, au besoin par la force. Des politiciens d'ordre et de nationalistes à la solde du pacte ici en Irlande. On fera échouer leur plan. On luttera par tous les moyens à notre disposition. Il n'y aura pas de reddition. Il n'y aura pas de compromis avec nos ennemis. Les ouvriers de ce chantier pourront former une sorte d'avant-garde. Une armée qui se battra. On parle de trahison. Qui se battra contre et aux les yeux des ouvriers, un homme est impardonnable. William Peary. Un homme prêt à s'arranger avec le démon, qui ne voyant que son seul intérêt vendra son âme. Un climat de haine s'installe. Il se peut que je parte à New York. New York? Qu'est-ce que tu nous inventes? Ah, c'est pas encore fait, mais Monsieur Millard dit qu'on a une chance d'être du voyage. Garde tes conneries, Liam. Ouais. Toi qui te perds à 100 mètres de la route principale, tu te fiches de nous. Ils t'emmènent pas à New York, fiston. Et puis, c'est pas ton bateau en plus, c'est l'Olympique ton bateau, depuis le début. Tu crois encore au Père Noël? Eh ben, le Titanic, c'est le mien maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Alfie Cunningham? Monsieur Gilzen? Il y a longtemps que t'as promis de participer à une réunion, petit. Oh, je n'avais rien promis. C'est assez difficile. J'ai des cours là-bas à l'Institut, presque chaque soir. Tu dis c'est une bonne chose. Mais tu devrais étudier l'histoire de ton peuple, de tes traditions. Je suis bien d'accord, Monsieur Gilzen. Et par les temps qui courent, ce ne sont pas des paroles en l'air, crois-moi. On s'entraîne tous les soirs. Faut parer à toute éventualité. Où il se croit, celui-là? On s'entraîne. Ils s'entraînent dans toutes les loges en ce moment. Il y a les mêmes qui vont avoir des fusils. Ouais, quelle folie. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous veulent que le royaume reste uni? On est beaucoup à pas vouloir de l'autonomie. Oh, et tu vas te battre toi aussi? J'ai jamais dit ça. C'est la guerre civile que tu veux? On veut pas de guerre civile. Ce qu'on veut, c'est rester loyal à notre patrie. Tu sais que tu ressembles de plus en plus à ton ami Gilzen, un vrai roquet. C'est vrai alors? Il te proposerait d'aller à New York? Possible. Mais j'ai bien réfléchi. Qu'il me le propose ou non, on doit y aller. Tous les 4. En Amérique? Pour y vivre? Le docteur dit qu'il te faut de l'air sec, de l'air sain. Dans cette ville, il fait que pleuvoir. On ne quittera pas Belfast. Pourquoi? Parce que c'est chez nous, tu comprends? On ne va pas tout abandonner à cause de moi. Plein d'émigrants quittent l'Irlande chaque jour. Et ça n'a pas de rapport avec toi. Cette ville, ce chantier, il y a quelque chose de mauvais dans l'air. J'ai plus envie de vivre ici. Mais à bord du Titanic, on pénètre dans un autre monde, à 1000 lieues de Belfast. La vision de Peary prend corps. Pour ceux qui l'ont construit, le Titanic est un paquebot de rêve. T'as vu ça, mon petit Alfie? Le Titanic est magnifique. On a vraiment construit tout ça? Toi, moi et un ou deux autres. Il s'est pas construit tout seul, ça c'est sûr. Oh non, mais il est grandiose. Solide. On dirait qu'il a toujours existé. Il est indestructible. Et puis peut-être qu'il est trop beau pour des gens comme nous. Hein, Liam? Mais soudain, c'est la catastrophe. La coque de l'Olympique est perforée lors d'une collision avec un croiseur de la Royal Navy, le HMS Hawke. La proue renforcée du vaisseau de guerre laisse une entaille de 3,5 mètres sur le flanc de l'Olympique. 11 de ses immenses plaques métalliques et son système de propulsion sont endommagés. Le coût des réparations est estimé à 250 000 livres, l'équivalent de 25 millions d'euros actuels. L'onde de choc se répand dans Belfast. En effet, l'homme responsable de l'incident n'est autre que celui auquel sera bientôt confié le gouvernail du Titanic, le capitaine Smith.
Le commandant du HMS Hawk a voulu s'approcher. Il est venu trop près et a perdu le contrôle. On accuse maintenant ces paquebots d'être des monstres des mers, trop gros pour être manœuvrables. Et avec les photographies, il est facile de constater lequel des vaisseaux a subi le plus de dégâts. Mais les constructeurs du Titanic savent s'y prendre avec la presse. C'est que l'Olympique sort presque indemne de la collision. Imaginez ce qui serait arrivé à d'autres vaisseaux s'ils s'étaient fait littéralement embrocher. Disons le Mauritania. Tandis que l'eau l'envahirait. Son pauvre équipage s'évertuerait à courir dans tous les sens pour tenter de fermer les portes qui séparent chaque compartiment et empêcher que l'eau monte. En vain, naturellement. Mais nous, chez Harland & Wolff, pour y parer, nous avons conçu un système automatique de cloisons étanches. On abaisse une commande, les cloisons scellent tout hermétiquement et le navire reste à flot. Les portes étanches ont fait couler beaucoup d'encre. C'est un concept que Harland & Wolff a emprunté à un concurrent allemand. Une chose est sûre, elles fonctionnent à la perfection. Dès que de l'eau est détectée à bord, une commande s'abaisse automatiquement. Et toutes les portes étanches du navire se ferment partout, à la fois. Monsieur Frost? Je viendrai de ce côté-ci de la porte à votre place, Monsieur Griff, où vous risquez d'être trempé. Et voilà, les pieds au sec. Grâce à ces portes automatiques, l'Olympique est resté à flot alors que 2 de ses compartiments étaient totalement inondés. C'est pratiquement du 100%, c'est du jamais vu, messieurs. Alors, toutes les cloisons, ce nouveau système, ça rend le bateau insubmersible? C'est depuis toujours l'avis du capitaine Smith. Je crois qu'aucune catastrophe fatale ne risque d'arriver à ce vaisseau. Parce que nos ingénieurs modernes ont permis d'atteindre le risque zéro. Écoutez, s'il existe un bateau plus sûr, personne ne le connaît. En ce qui me concerne, il est pratiquement insubmersible. Pratiquement insubmersible est l'expression utilisée pour vanter les mérites du Titanic. Pour la plupart, cela signifie simplement que le paquebot est sûr. Le fait que l'Olympique ait survécu à une collision avec un croiseur joue en la faveur du Titanic. Mais le planning de finition du navire a dû être chamboulé. Le paquebot a dû céder sa place sur le dock pour que l'Olympique puisse être réparé. Il a même donné son hélice de tribord pour remplacer celle cassée lors de la collision. À contre-cœur, Lord Peary repousse la date du départ du Titanic au mois d'avril 1912. C'est une décision fatidique. En cette saison, la banquise aura commencé à fondre et des icebergs seront partis à la dérive. Mais sur le plan personnel, Lord Peary voit également les nuages s'amonceler. Il défend coûte que coûte des positions séparatistes et veut organiser un meeting au cœur de Belfast. Son choix en ce qui concerne l'orateur va mettre le feu aux poudres. Je tiens à tout prix à Monsieur Churchill. Margaret, On va te haïr de l'avoir choisi. nous leur montrerons à quel point ils se sont trompés. Winston Churchill, lord de l'amirauté, concentre sur lui toute la haine des unionistes d'Ulster. Comme Peary, il avait un pédigré unioniste et son revirement politique en a fait un traître. Un peu plus. Ouais. Plus bas. Oui, c'est ça, c'est bien les gars. L'avenir de l'Ulster est incertain, mais sur le chantier, les travaux reprennent enfin autour du Titanic. Unioniste ou non, pour certains ouvriers, la priorité est d'achever le paquebot. Monsieur Frost? Vous savez, il y a toujours un groupe de bons ouvriers à bord du bateau pour le premier voyage. Tu veux parler du groupe de garantie? Oui, j'ai un ami qui s'imagine avoir des chances d'être choisi. Il doit être bien content, non? Oui, et je me demandais si si ce serait pas son contremaître qui le fait marcher. Et pourquoi il ferait une chose pareille? D'abord parce que l'ami dont je parle est catholique. Non, mais c'est qu'il y a des gars sur le chantier qui disent que si on n'est pas protestant et aussi membre d'une loge orangiste, eh ben on n'a aucune chance d'avoir du boulot. Et aucune d'aller en Amérique sur le Titanic. Il n'y a pas de place pour le sectarisme sur le chantier. C'est le travail qui compte. Je te le dis en tant que protestant et orangiste moi-même. Alors ça se peut? New York? Je suis pas au courant. Mais je sais seulement quels ingénieurs vont s'embarquer. Vous? Il se pourrait même que j'ai à choisir les apprentis que j'emmènerai avec moi. Vous pensez Rien n'est sûr, ne te fais pas trop d'illusions. Mais... Continue. Travaille dur. On verra bien. Pour Alfie Cunningham, de nouveaux horizons s'ouvrent. Mais l'avenir de Tommy Millard s'assombrit soudain. Les garçons, qu'est-ce qui se passe? Annie? Oh non.
À sa mort, Gianni Millard n'a que 32 ans. Plus que quelques semaines avant le voyage inaugural du Titanic, le groupe de garantie occupe tous les esprits. Tu mens. Non, je mens pas. Après tout, peut-être qu'on ira tous les deux. Ou peut-être qu'il entretient tes illusions. Monsieur Frost sait que je suis un bon ouvrier. Ouais, et que t'es protestant. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça peut jouer en ta faveur. Vas-y, explique. Tu insinues que Monsieur Frost est sectaire? Oh, je sais bien que non. Pourquoi tu l'as dit? C'était une blague, Alfie. C'est pas vrai. Arrête, je sais que Monsieur Frost, il est pas sectaire. J'aurais dû me taire. Ouais, mais tu l'as dit. Qu'est-ce qui se passe? Il fouille tous les ouvriers. Pourquoi ça avance pas? Les fouilles sont monnaie courante, mais les unionistes se préparent au combat avec n'importe quelle arme. Allez, collègues, pensez pas à mal. Les rivets qui assurent la solidité du Titanic sont aussi des munitions meurtrières. Tandis que Lord Pirrie s'apprête à accueillir Winston Churchill, l'ambiance à Belfast est de plus en plus explosive. 10 000 soldats ont été appelés en renfort. Margaret, je me dis que si j'avais pu prévoir, je ne suis pas sûr que j'aurais... La menace de violence, l'intimidation sont une honte en soi, William. Ils tentent de réprimer la liberté d'expression. Tu dois réagir, tu ne vas pas te laisser faire. Il n'est pas question que je leur cède. Pirrie et Churchill se retrouvent confrontés à la fureur des unionistes. Démarrez. Et les rivets ne sont pas leurs seules armes. Il y a des pistolets dans les rues. Enragé, il vaut mieux qu'on parte. On va pas d'autonomie. Attention à la femme. Les deux hommes ont de la chance. Ils s'échappent sans encombre. Mais Lord Pirrie n'avait jamais été vaincu auparavant. Ce jour-là, tout a basculé. Humilié, il décide de quitter l'Irlande. L'homme qui a conçu le Titanic, le plus grand constructeur naval au monde, ne reverra jamais son navire. Sur le quai, les travaux du Titanic touchent à leur fin. 5 longues années d'efforts l'ont fait surgir du sol, mais depuis le départ de Lord Pirrie, le chantier naval est en proie au chaos. C'est un endroit dangereux, avec ses codes et ses pièges. Eh, ça va pas? Laisse-moi passer, toi. T'as pas à me bousculer. J'ai pas à recevoir de leçons de politesse d'un morveux, sale petit bâtard. Fiche-lui la paix. Vous vous croyez à l'abri, peut-être, mais personne vous protège. Pirrie s'est enfui, si vous le saviez pas. Tous les catholiques font pareil, un jour ou l'autre. Pirrie, c'est pas un catholique. Ouais. Il leur lèche les bottes. C'est pire. Il te provoque, fiston. Avance. Ça vaut pas la peine. Pour les unionistes, le Titanic est devenu un navire britannique. Mais pour les nationalistes, il est irlandais. Le monde est en train de changer. Tiens bon, soulève. Ah, Monsieur Millard? Je sais pas encore qui sera du voyage, si c'est ça ta question. Oh, ça fait rien. Ouais, mais je tiens à te dire que si t'es choisi, ça sera pas avec moi. Quoi? Vous faites pas partie du groupe? Non. Je démissionne, je quitte mon boulot. Pourquoi? C'est le chantier. Je me sens pas à l'aise. Et ces derniers temps, j'en sais rien, j'ai comme un mauvais pressentiment. Et j'ai 2 petits gars à élever, avec leur mère qui est plus là. On m'a engagé comme matelot sur un navire de la White Star. C'est formidable. Mais, vous allez beaucoup voyager? Oui, ma belle-sœur Annie, elle va s'occuper des petits. Quand j'aurai assez d'économies, je les ferai venir en Amérique. Une nouvelle vie. Eh ben, bonne chance. Ouais. Merci.
Merci. Oh, tante Margaret, comment allez-vous? Le Titanic a été imaginé à Londres, dans le quartier de Belgravia. C'est là que Peary s'est réfugié. Oncle William. Thomas, merci d'être venu. Vous avez bien fait de partir jusqu'à ce que ça se calme à Belfast et que vous puissiez rentrer. Je n'ai pas l'intention. J'en ai fini avec Belfast. Allons donc, que faites-vous des paquebots? Crois-moi, Tommy, il n'y a pas que les bateaux dans la vie. Mais je veux que tu diriges le chantier de Belfast à ma place. Désormais, non, Oncle inutile William. de discuter. Tu es unioniste. Et tout le monde t'apprécie à Harland Wharf. Il y a autre chose que je voudrais que tu fasses pour moi. Le Titanic va prendre la mer et... J'avais prévu de faire le voyage. C'est hors de question maintenant. Pourquoi? Ma santé. Une petite tumeur. Le médecin insiste pour que je me fasse opérer. Mais vous vous en remettrez. Je veux que tu prennes ma place sur le Titanic. Ismay partira aussi. Je pense qu'à vous deux, vous saurez décider si cette folle entreprise en valait la peine. Je n'en suis plus aussi sûr maintenant. Un autre mal ronge Belfast. Les tensions politiques sont attisées par la haine et la peur. Et dans le chantier naval, certains ont des comptes à régler. Flaherty. Flaherty. Lord Peary n'a plus de travail pour toi. Il fallait que je t'en informe. Dis à Lord Peary de venir ici, qu'il m'en informe lui-même. T'es pas l'imbécile. T'es pas si sourd que ça. Touche-moi encore une fois et tu fais quoi? Qu'est-ce qu'ils te veulent, papa? Liam, retourne là-haut. Alfie Cunningham. J'ai des nouvelles pour toi. Le Titanic prendra la mer le 1er avril. Avec nous à bord. On est dans le groupe de garantie. Fiston, remonte là-haut. Qu'est-ce que vous faites? C'est ton père, il s'est fait virer. Alors on préfère l'escorter jusqu'à la sortie. Saturez-le. Le jour du poisson d'avril, hein? Oui, mais c'en est pas un. Et ça non plus. Ton ami Liam Flaherty est aussi du voyage. Il est au courant? Ça m'étonnerait. Et où tu vas, petit? Prenez-le par les pieds. C'est un point mort. Emmenez-le plus loin. Voilà, lâchez-les. Ils sont beaucoup trop lourds à porter. Vous préférerez sortir tout seul, comme les hommes fiers que vous êtes. Rampez jusqu'à Ford Road, vermine. Le tram va bientôt arriver. Qu'est-ce qui se passe? Ces hommes ont décidé d'aller chercher du travail ailleurs. Quoi? Vous leur avez fait ça parce qu'ils sont catholiques, c'est ça? Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Vous me dégoûtez. C'est beau, petit. Lève-toi. Partez pas, vous pouvez pas vous laisser faire. C'est ce que je croyais. Liam, faut que tu restes. Tu fais partie du groupe de garantie, c'est définitif. On va sur le Titanic tous les deux. Dis-leur de trouver quelqu'un d'autre pour m'emplacer. Nombre d'amitiés sont sacrifiées au nom du sectarisme religieux. Mais le Titanic est maintenant prêt à quitter sa ville natale pour son test ultime. L'épreuve de l'océan. Croisons les doigts pour que tout marche bien. 5 années de dur labeur pour un court instant. Lancez les machines. C'est un moment décisif, mon cher. Faites chauffer les machines. La vapeur des chaufferies exerce sur les deux machines principales une pression dépassant 14 kg par centimètre carré. Messieurs, le Titanic a bien appareillé.
La vapeur résiduelle alimente la turbine basse pression, augmentant sa puissance de plus de moitié. Propulsé par l'hélice centrale, le paquebot est amené à sa vitesse de croisière. Il y a eu des changements de dernière minute. Des salles de réception et des ponts de promenade privés ont été rajoutés en première classe. Tout cela alourdit le paquebot. Il est 1000 tonnes plus lourd que l'Olympique. Avec un poids total dépassant les 45 000 tonnes, le Titanic est bien désormais le plus grand paquebot du monde. Les essais en mer ne sont pas une simple formalité. Barre à tribord. Barre à tribord. Francis Carruthers, du ministère du Commerce, est sur le pont. En 3 ans de chantier, il a inspecté le navire près de 2000 fois. Je n'exige pas qu'il vire sur 10 mètres, capitaine Smith, mais dans des limites raisonnables. C'est à lui que revient la charge de délivrer le certificat de sécurité. En ce jour d'avril, sur la mer d'Irlande, le Titanic subit un test crucial. À pleine vitesse, soit 24 nœuds, en combien de temps peut-il s'arrêter? Machine arrière toute. Machine arrière toute. Machine arrière toute. Mettez toute la vapeur, les gars. Pendant que le grand navire ralentit, tous ceux qui l'ont bâti retiennent leur souffle. C'est dans la poche. Alors, monsieur Carruthers? 790 mètres. Bravo. C'est tout à fait acceptable. Excellent. Excellent. Il s'est arrêté en moins de 800 mètres, soit moins de 3 fois sa longueur. Son certificat pour le transport de passagers porte la mention « Valide pour 1 an ». Le Titanic peut partir à la conquête du monde. Et le hasard a conduit à bord quelqu'un qui le connaît bien. Monsieur Millard? Alfie! 2 mois plus tôt, Thomas Millard a quitté le chantier naval, mais la White Star avait besoin de personnel. Il est de retour sur le navire qu'il a aidé à construire. Ça va, petit? Comment ça se fait que... Il y a que 2 mois que je suis matelot et je vais à New York sur le Titanic. Il manquait du personnel. Un coup de chance. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Et toi, t'y vas aussi? Oui. Alors, on aura l'occasion de se voir souvent. Oui, j'y compte bien. Hé, Alfie, je te paierai une tarte aux pommes à New York. Dans la lumière du soleil couchant, le Titanic se prépare à quitter son berceau pour de bon. Thomas Andrews a constitué son groupe de garantie. 8 hommes de confiance pour s'assurer que tout se passera bien pendant le voyage inaugural. Il y a Roderick Chisholm. Au revoir. À bientôt. Artie Frost. Occupe-toi de maman pour moi. Je reviendrai. Alfie Cunningham. Viens là. La présence de Tommy Millard a dû être interprétée comme une heureuse Tenez, les coïncidence. garçons. Une pièce de 2 pennies chacun. Elles sont de cette année. Gardez-les. Les dépensez pas, hein. Il y en aura plein d'autres quand je rentrerai. D'accord. Artie Frost est sûr d'avoir une promotion à son retour. Au revoir. Et pas d'imprudence. Les efforts d'Alfie ont porté leurs fruits. Le chantier naval l'a nommé apprenti de l'année. Son avenir est assuré. Tu m'écriras, hein? Au revoir. Monsieur Welch? Au revoir. Au revoir et bonne chance. Merci. Chacun s'embarque plein d'espoir et de rêves d'avenir. À bientôt, dans quelques semaines. « 12 jours plus tard, dans la nuit du 14 avril 1912,
Le Titanic, le plus grand bateau du monde, croisera la route d'un iceberg, façonné par la nature, 6 fois plus gros que lui. Le navire transportait plus de 2200 passagers et membres d'équipage. Mais ses canaux de sauvetage ne pouvaient contenir qu'1 millier de personnes. Tandis que les rivets explosaient et que les plaques métalliques se détachaient, une demi-douzaine d'entailles ont mortellement blessé le Titanic. Il était conçu pour rester à flot avec 4 départements inondés. Sous la violence du choc avec l'iceberg, 6 seront noyés. Il aura fallu 5 années pour construire le Titanic et seulement 2h40 pour le couler. Thomas Andrews aurait aidé de nombreuses personnes à s'échapper. La dernière fois qu'on l'a vu, il était seul en première classe. Des témoins ont aperçu Artie Frost se dirigeant vers la salle des machines. Le corps de Roderick Chisholm, le dessinateur en chef, n'a jamais été retrouvé. Le nom d'Alfie Cunningham, 21 ans, a été cité parmi les survivants, mais c'était une erreur d'identité. Et Tommy Millard est mort aux côtés de ses anciens camarades. Tout le groupe de garantie, ces hommes qui avaient bâti le Titanic, a péri à bord du bateau. Et près de 1500 personnes ont sombré avec eux. Le propriétaire du Titanic, Bruce Ismay, a trouvé une place dans une chaloupe de sauvetage, mais sa carrière ne se relèvera jamais de ce naufrage. L'enquête sur la catastrophe disculpera les constructeurs navals, mais Lord Peary ne s'en remettra jamais. À sa mort, son entreprise est au bord de la faillite. À Belfast, les hommes qui ont bâti le Titanic et navigué à son bord ont leur nom gravé dans la pierre. Leurs familles chérissent encore leurs souvenirs. De Thomas Andrews, un télescope. De Roderick Chisholm, un livre offert au moment de la mise à flot du Titanic. D'Artie Frost, son sifflet et sa règle de contremaître. Et de Tommy Millard, les 2 pennies qu'il avait donnés à ses enfants. Gardez-les, les dépensez pas, il y en aura plein d'autres quand je reviendrai. Ceux qui ont bâti le Titanic croyaient être à l'aube d'une ère nouvelle. L'ironie du sort leur a donné raison. 2 ans plus tard, le monde entier est en guerre. Le rêve de l'Angleterre édouardienne n'est plus qu'un souvenir. Mais les rêves de ceux qui ont donné vie au Titanic ne mourront jamais. Ils sont entrés dans la légende.